Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver ce soir pour le Grand Journal. À la une de l'actualité, le Conseil électoral provisoire a rendu public ce jeudi les résultats préliminaires de la législative du 9 août dernier. Aucun candidat au Sénat n'est élu au premier tour. Certains crient déjà au scandale. De nouveaux candidats aux législatives de 2015 radiés par le Conseil électoral provisoire pour actes de violence lors de la journée électorale du 9 août. Jackson de Montplaisir et Luberne Pierre viennent grossir le lot et portent à 16 le nombre de candidats éliminés de ce scrutin. Fin ce jeudi des examens officiels de la session extraordinaire du baccalauréat sur tout le territoire national. Les candidats disent souhaiter que les résultats reflètent leur performance à ces épreuves. Le lancement de la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe Carifesta, c'est pour demain vendredi. Plusieurs délégations de pays étrangers sont déjà arrivées en Haïti, pays hôte de cet événement culturel de renommée internationale. À l'étranger, la Grèce a ravagée par une crise économique importante. Après plusieurs tentatives en vain pour redorer le blason, le Premier ministre grec Alexis Tsipras annonce sa démission et appelle à la tenue d'élections législatives anticipées en septembre prochain. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal. La nouvelle est tombée. Le CEP a publié les résultats préliminaires des élections législatives. Les élections seront reprises dans plusieurs circonscriptions du pays. Annonce ce jeudi Mousler Georges, directeur exécutif du Conseil électoral provisoire. Contrairement au calendrier électoral, le CEP entend prolonger le délai imparti aux candidats pour faire campagne. Une façon pour eux de motiver leurs partisans à prendre le chemin des urnes, a-t-il expliqué. Le CEP communiquera la semaine prochaine la date de l'ouverture de la campagne électorale. Mousler Georges au micro de Johnny Saint-Ilus et Yvan Seyid. Nous reprenons dans la première circonscription Port-au-Prince. Nous reprenons la Cité Soleil. Nous reprenons l'élection au Gressier. Nous reprenons l'élection au Cornillon. Nous reprenons l'élection à Caillet. Nous reprenons l'élection au Cabaret. Pour l'Ouest. Dans la Tibonite, nous reprenons l'élection dans Saint-Marc, dans Verret, dans Petite Rivière de la Tibonite, dans Grande Saline, dans Détude. Dans le Nord-Ouest, nous reprenons l'élection dans Mol Saint-Nicolas. Dans le centre, nous reprenons l'élection dans deux circonscriptions, Boucan-Carré et puis Savanette. Dans le sud-est, nous reprenons l'élection dans Marigot. Dans le nord, nous reprenons l'élection dans Acule du Nord, Dodon, Port-Magot, Plaisance, Grande Rivière du Nord et Saint-Raphaël. Pour le sud, nous reprenons l'élection dans Port-à-Piment. Campagne électorale là, qui initialement était prévoit un mois pour candidat au mener campagne. Pour le deuxième tour là, nous allons augmenter le délai ça. Et dans cette semaine-là, nous allons annoncer qu'il est date de démarrage de campagne là, même annoncé déjà que la plus longue que un mois qui était prévu initialement dans le calendrier électoral. Donc semaine prochaine, nous allons le faire. Et ça, c'est une décision
qui gagnait raison pour ça. Première raison, c'est déjà essayer d'augmenter le taux de participation, permettre que les candidats commencent à mener une campagne plus bonheur, pour permettre que le taux de participation augmente. Et deuxième raison, c'est de permettre que les candidats vendent le programme, les partis politiques vendent le programme un petit peu mieux, parce qu'ils ont plaigné que tant de campagnes qui ont été baillées dans le premier tour là, n'est pas suffisant pour que yo te vendre programme yo te charmer les populations pour permettre de voter pour nous. Le président du Conseil électoral provisoire promet de corriger les irrégularités enregistrées lors du premier tour des législatives pour le reste du processus. Et Pierre Léopon cite en outre la question des accréditations pour les observateurs électoraux. Il promet également de livrer les accréditations aux mandataires des partis politiques 15 jours avant la tenue du scrutin. Écoutons Pierre Léopon au micro de Johnny Saint-Ilus et Yvon Seyid. Premièrement, la question du mandat. Compte tenu de ça qui est arrivé, CEP est conscient que des gros problèmes dans le niveau mandat, avec tout dommage que ça a causé. Mais nous prenons engagement que pour le deuxième tour, là, 15 jours avant les élections, l'ensemble des mandats seront disponibles. Et pour les membres de bureau de vote, qu'il s'agisse des membres de bureau de vote, des superviseurs des ASE, pour l'ensemble des personnels électorales, ces membres CEP, conseillers qui étaient dans le département, nous avons responsabilité, nous avons évalué toutes les issues, nous avons regardé côté des problèmes et nous avons remplacé le monde pour remplacer compte tenu de ce qui a été constaté pendant le premier tour. Parce qu'effectivement, il y a des changements qui ont été faits à la dernière minute dans certaines catégories de personnel. Pour les observateurs, nous apprenons avec stupéfaction qu'il y a une organisation d'observation qui était vendue aux observateurs, il y a des gens qui sont observateurs qui sont observateurs vrai. Le brigandage qui était passé, c'est l'organisme d'observation qui était fait brigandage. À ce titre, le CEP va renouveler l'ensemble des cartes d'accréditation et n'a pas une nouvelle accréditation pour le deuxième tour. Donc, accréditation pour observateur au premier tour n'est pas valable encore. N'a pas une nouvelle carte d'accréditation pour nous mettre l'ordre dans l'affaire de l'observateur. L'Institut mobile d'éducation démocratique a présenté ce mercredi les conclusions de ses observations sur les élections législatives du 9 août dernier. Le rapport d'observation de l'IMED indique que le premier tour des législatives de 2015 a souffert d'un déficit organisationnel. Les observateurs de l'IMED notent qu'en plus des irrégularités dans des centres de vote observés dans les départements du Nord, du Nord-Est de l'Artibonite et de l'Ouest, des scènes de violence ont empêché aux électeurs d'exercer normalement leurs droits civils et politiques, ce qui permet à l'IMED de remettre en question la journée électorale du 9 août dernier. Jean-Claude Desgranges est membre du conseil d'administration de l'IMED. Il était au micro de Ludmilla Marc et Max Joseph. Peine est de constater que les scrutins du 9 août 2015 sont teintés d'irrégularités et souffrent d'un déficit organisationnel. À l'analyse, l'organisation des joutes électorales du 9 août 2015 est la résultante d'une planification linéaire et rigide qu'une entité étatique indépendante ne devrait exécuter, alors qu'à chaque instant de cette communiqué, elle clame ses compétences et sa volonté d'organiser des élections démocratiques, libres et honnêtes. Du fait, un mois avant le jour J, presque toutes les sonnettes d'alarme ont été tirées du côté des organismes de la société civile, des organismes des droits humains et des partis politiques. C'est ce qui se pousse, nous à l'IMED, à caractériser ces élections comme une violation systématique des droits civils et politiques de citoyens électeurs par une institution indépendante de l'État haïtien, le Conseil électoral provisoire de 2015. La directrice exécutive de l'IMED, Ketli Julien, formule en ce sens un ensemble de recommandations au Conseil électoral provisoire, dont la mise sur pied d'une commission technique composée de représentants de la société civile, du CSPJ, de la PNH, en vue d'évaluer la journée électorale du 9 août 2015. Ketli Julien, au micro de Ludmilla Marc et Max Joseph. L'IMED, institution respectueuse de la loi, recommande en relation aux articles 235.1, 235.2 du décret électoral en vigueur
Petit A. Mettre en place une commission technique composée des représentants de la société civile, du CSPJ, de la PNH, du Sénat de la République, des associations socio-professionnelles, en vue de réaliser une évaluation de l'organisation des élections du 9 août 2015, en passant une analyse fine des opérations de planification, ce qui devrait permettre d'identifier les centres de vote victimes de la violence et entraîner leur fermeture. Des mesures coercitives, mais impartiales, contre les candidats qui, de par leur comportement belliqueux, ont violé le décret électoral. A noter que la liste des candidats aux législatives partielles de 2015 radiée par le Conseil électoral provisoire pour acte de violence lors de la journée électorale du 9 août s'est allongée. En plus des 14 candidats radiés, lundi dernier, le CEP, dans un communiqué daté du 19 août 2015, informe avoir éliminé conformément à l'article 119 du décret électoral le candidat à la députation, Jackson Montplaisir, de la commune de Cornillon, sous la bannière de la paix pour perturbation du déroulement du scrutin, voie de fait suivi de séquestration, ainsi que le candidat à la députation, Luberne Pierre de Petit-Trou-de-Nip du PHTK, éliminé pour agression sur le président du BEC et le juge de paix de la juridiction le 9 août dernier. Le CEP informe que les dossiers de ces candidats seront acheminés au parquet des juridictions concernées pour les suites légales. Le vice-président du CEP, Pierre Maniga Junior, affirme que l'institution électorale poursuit ses enquêtes relatives aux actes de violence enregistrés lors de la journée électorale du 9 août 2015 en Haïti. Le conseiller électoral annonce que le CEP accumule des preuves dans plusieurs zones affectées des troubles le jour du vote avant de sévir contre tous ceux qui sont impliqués. Écoutons les propos du vice-président du CEP, Pierre Maniga Junior. Il y a un pile côté qui a un acte de violence. Ça nous a dit, pour nous comprendre, qu'il y a un série d'espace qui parle en juridiction. Une série de violence. Le fait, si il n'y a pas troublé le scrutin, si il n'y a pas fait un bureau de vote, là c'est une autre juridiction qui pourrait régler la question. Il y a une série de zones que nous beaucoup, moins bien dit, nous beaucoup jouer dans quel coupable là-dedans, c'est pas que pas gagner coupable. Mais pour nous retirer au monde sous l'islam, il faut que nous gagnions des preuves. Des preuves que nous n'avons pas accumulées pour une série de zones, pour une série de cas bien spécifiques. Nous avons publié le communiqué 48, 49 là. Il y a des 14, les 26, nous ne savons pas combien la privée, pourvu que nous accumulons preuves pour cas de violence. Pour sa part, le Conseil électoral Néhémie Joseph rappelle que la loi électorale prévoit des sanctions et pour les partis politiques et pour les candidats et pour les tierces personnes ainsi que pour les employés du CEP impliqués dans des actes de sabotage et de perturbation de la journée du 9 août 2015. Maître Néhémie Joseph a fait l'étalage des sanctions prévues par le décret électoral pour chaque catégorie. Précité avertit que l'institution électorale prendra sous peu les mesures que de droit contre les partis politiques ayant cautionné les actes de violence lors du premier tour des législatives partielles du 9 août. Néhémie Joseph au micro de Yvan Seyid. Pour candidats, peine li plus élevée parce que c'est réclusion comme peine criminelle. Et à côté de peine criminelle, ça, les conseils là constaté et des preuves que candidat ça lié Yoel t'a perturbé scrutin. Conseil là lui-même décret à balle qualité pour le retirer candidat ça sous liste là pendant qu'il a transféré le dossier dans le parquet pour yo kabali sa loi pénale prévoit pour lui comme criminel. Quant à parti politique yo, décret à prévoir que non seulement il a retiré yo dans course là, mais yo ka prolonger retirer ça non seulement sous 5 ans
mais il peut aller jusqu'à 10 ans maximum. Pour l'autre monde qui n'est pas dans la machine, qui n'est pas responsable de parti politique et qui n'est pas candidat, qui est un simple citoyen électeur, ça c'est la police qui prend en flagrant délit s'il a perturbé journée ou bien suivant plainte bec ou bed ou bien conseil électoral là sous rapport superviseur action publique à mettre en mouvement contre eux. Par rapport à ensemble d'actes de violence et de vagabondage qui perturbaient journée électorale là, conseil là prend résolution et la presse recevra déjà décision qui écartait des mouns dans la course là parce que c'est des candidats. Il y a l'autre décision qui prend tout compte des partis politiques. Plusieurs partis et regroupements de partis politiques ont organisé un sitting ce jeudi devant le siège central du Conseil électoral provisoire à Pétionville. L'objectif, demander à l'institution électorale d'évaluer les irrégularités enregistrées lors du premier tour des législatives le 9 août dernier. Détail dans ce reportage signé Rossé Antoine et Yvan Seyid. C'est la divergence totale entre des dirigeants de partis et groupements de partis politiques dans ce sitting tenu devant le siège central du Conseil électoral provisoire à Pétionville. Certains demandent l'évaluation des dégâts enregistrés lors du scrutin du 9 août dernier. D'autres croient qu'on ne peut pas évaluer quelque chose qui n'a pas existé. Proposé comme solution monter ça nous une commission mixte ou bien tripartite qui vient là-dedans, parti politique, la société civile, les membres CEP, c'est-à-dire CEP là-dedans, de telle sorte que nous avons évaluer ce qui s'est passé le 9 là. Nous pas dans l'évaluation encore, nous n'avons pas d'élection. Certains continuent de dénoncer des irrégularités émaillant les législatives du 9 août 2015. Les résultats préliminaires du premier tour des élections, programmés au 19 août puis reportés au jeudi 20 août par le CEP, peuvent avoir des conséquences regrettables sur le pays, soutient ce responsable de parti politique. Si Kepler lui-même dans la tête, j'aime d'ouvrir les résultats. Ce n'est pas un problème pour nous avoir des résultats, mais capable de des conséquences tout après les résultats. Que nous ne pas souhaiter qui fâcheuse pour le pays. Parce que nous-mêmes, c'est la peine à chasser cette tranquillité. Pour le CEP, seulement 4% des centres de vote ont été affectés par les incidents le jour du vote, alors que plusieurs partis politiques font état de plus de 45% et persistent à réclamer des évaluations sur les irrégularités survenues lors de la journée électorale du 9 août. Le Conseil électoral ne s'est jusqu'ici pas prononcé sur les demandes de ces structures politiques. Parlons éducation à présent. Fin ce jeudi des examens officiels de la session extraordinaire du baccalauréat sur tout le territoire national. Ces épreuves démarrées lundi dernier mobilisaient plus de 29 000 candidats. Certains bacheliers, questionnés par la rédaction de Télésignal lors du dernier jour d'examen ce jeudi, donc n'ont pas caché leur satisfaction quant au choix des textes qu'ils estiment étaient à leur portée. Ils disent souhaiter que le ministère de l'Éducation nationale fasse choix de correcteurs compétents qui sanctionneront chaque candidat selon sa performance à ces examens. Écoutons quelques bacheliers au micro de Pierre-Lunique Revanche et Jasmin Denis. Pour moi, je me sens que je me satisfait assez, j'aime supposé composer. Bon, je connais après le résultat qui a arrivé, mais pour moi-même, je crois que je dis composer assez. C'est là, moi, il est valable pour moi, mais par rapport à Jean, premier jour, mardi à lundi, je battre là. À mardi, je trouve mardi à 70%. Que jeudi là, à mercredi à tout, je suis à 60%. Mais pour jeudi là, je me sens un petit peu baissé, je gagne 55%. Mais de toute façon, si ça me manque, je fais maximum quand même. Je fais 4 jours composé, mais jeudi là, été dernier examen qui c'est physique. Mais quand il y a un composé, jusqu'à présent, tout le bagage a bien passé là. Nous avons souhaité pour nous prendre pour corriger les feuilles et puis après pour nous résultat, après le résultat pressé. Depuis nouvellement, je vais redoubler des formes de travail davantage et puis je vais composer. Bon, jusqu'à présent, je me compose là. Je me sens ça positif et je souhaite que les malgré les résultats tout, je joigne ça me attendre parce que je travaille pour ça. Autre point, le gouvernement jeunesse en accord avec le ministère de la Santé publique et l'Office national d'assurance vieillesse, ONA,
a organisé ce jeudi la première édition du Salon de santé en Haïti autour du thème « La jeunesse s'engage pour un système sanitaire structuré, efficace et pluridimensionnel ». Il s'agissait pour les initiateurs de réfléchir sur un ensemble de propositions à formuler aux responsables sanitaires du pays dans le cadre de la signature des ODD en septembre prochain au siège des Nations Unies, selon le jeune ministre de la Communication, Carl Erwin Jean-Pierre. De son côté, le jeune ministre de la Santé, Jeff Sergil, a précisé qu'environ 15 jeunes recrutés par le gouvernement jeunesse vont recevoir des formations afin de devenir des agents sanitaires polyvalents. Tour à tour, Carl Erwin Jean-Pierre et Jeff Sergil au micro de Ludmilla Marc et Maxo Joseph. L'activité matin, c'est la première édition Salon de santé que le gouvernement jeunesse a organisé, de concert avec le ministère Santé publique Population, avec l'Office national d'assurance vieillesse ONA. C'est une activité qui permet que nous réfléchissions sur OMDO, Objectif millénaire du développement, et que nous connaissons Haïti va signer en septembre aux Nations Unies, qui va venir au ODD. Nous pensons que nous-mêmes qui jeunes, nous avons un apport pour nous porter dans ça, en termes de réflexion, en termes de proposition. Et c'est dans ce sens que nous organisons la première édition Salon de santé, pour nous réfléchir autour de eux, pour nous faire des propositions concrètes avec le gouvernement réel là, par rapport avec ça, nous pensons qu'il a doué priorité sanitaire en Haïti. Attends, moi c'est atteindre pour Bibiti à 50%. Nous-mêmes, en tant que jeunes, nous faisons une proposition pour que Haïti soit capable d'atteindre l'objectif, surtout OMDA étant fini, et Haïti pourra entamer ODD en septembre que Haïti pourra signer en quelque sorte. C'est 15 jeunes qui sortent dans plusieurs horizons. Il y a des jeunes qui sortent dans le milieu défavorisé, tout ça, c'est 15 jeunes. Culture à quelques heures seulement du lancement de la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe, Carifesta en Haïti. Les délégations venant des différents pays, notamment de la région caribéenne, continuent d'arriver au pays. Rien que ce jeudi, des autobus du gouvernement ont déjà transporté de l'aéroport international Toussaint-Louverture à plusieurs hôtels de la capitale haïtienne des délégués de la Jamaïque, de la Guyane, d'Antigua, de Trinidad and Tobago, de Bahamas et de la Guadeloupe. En outre, d'autres délégations, dont celle des États-Unis, du Canada, du Mexique, devront arriver sous peu en Haïti pour participer à cet événement de renommée internationale que le pays accueille du 21 au 30 août 2015. Et au Théâtre National, toutes les mises en place sont déjà faites en vue d'accueillir la festivité de la 12e édition du Carifesta en Haïti. A garanti ce jeudi le directeur général de cette institution, Yves Penel, a précisé que le Théâtre National, qui dispose d'une capacité de 3500 places assises, accueillera du 22 au 29 août prochain des spectacles de danse, de pièces de théâtre, de démonstrations artistiques. Entre autres, les préparatifs ont coûté près de 5 millions de dollars, a indiqué le DG du Théâtre National, Yves Penel, au micro de Pierre-Lunique Revanche et Jasmin Denis. À quelques heures, nous-mêmes nous parler pour nous recevoir Carifesta dans le théâtre national et le gouvernement mettait toute structure en place dans le théâtre national pour nous recevoir ensemble d'artistes, ensemble de comédiens, chanteurs qui gagnent pour jouer sur scène théâtre national. Et en plus, nous avons une participation nous tous dans Carifesta, c'est que Haïti, Théâtre National gagne pour jouer une pièce de théâtre tirée Haïti, une histoire, il gagne pour jouer le rêve de Simbia, il gagne pour aider dans la mise en scène, dans le défilé, toute une série de structures qui sont en place que nous-mêmes nous tiens à ce que pour nous aider. Soit dans la mise en scène, soit dans la mise en place, soit dans n'importe l'autre activité de gain pour faire parce que c'est job. Du 22 au 29, c'est l'heure qu'il y a une activité en théâtre là. Et alors, le 22, nous croyons que nous avons Belize, nous avons Chorale Théâtre National là. Le 23, nous avons Haïti une histoire. Le 25, nous avons le 24, nous avons Guadeloupe, nous avons Jamaïque. Le 26, nous avons Martinique. Le 27, nous croyons que nous avons Compagnie Général Soleil, nous avons ENAT, nous avons toute une série de bagages. Dans l'objectif de se rapprocher des fédérations locales, le ministre des Sports, Jimmy Albert, a effectué une visite hier mercredi à Carrefour-Feuille en vue d'encourager l'initiative de la direction de jeux d'échecs d'organiser un club d'échecs avec une cinquantaine d'enfants de cette commune. Le titulaire du ministère des Sports a félicité les opérateurs qui, depuis le 20 juillet dernier, partagent avec les enfants leurs connaissances dans ce domaine. Le ministre Albert promet de faire tout son possible en vue d'intégrer cette discipline dans toutes les écoles publiques
pour l'année académique 2015-2016. Le ministre Jimmy Albert était au micro de Pierre-Luc Revanche et s'amuse David François. Étant donné que il n'y a pas cheminé vers la fin des vacances, donc l'activité a pratiquement presque fini. Donc nous te souhaité et nous te promettons que nous prenions une visite et maintenant nous là justement pour que par présence nous nous encourageons à aller plus loin, à aller plus devant. Donc alors président fédération échec là avec moi encore une fois féliciter publiquement pour toute initiative qu'il prend déjà. Et naturellement, grand pile qui porte fruit, même qu'on est tout, grand pile qui attend que le gagnant qui malheureusement peut combler, eh bien nous renouvelons l'appui nous renouvelons le soutien nous renouvelons l'encadrement que nous disposons pour Tébali pour que ce n'est pas seulement au niveau des quartiers populaires, j'ai la fait là qui déjà sont bons bagailles, mais particulièrement à Nessa, nous avons qu'au niveau des écoles. Et nous allons avec le ministre Maniga qui est déjà très disposé pour ça, pour que nous fassions non seulement pour Damien, mais nous fassions tout pour échec, pour que l'année ça, dès le mois de septembre, si possible, et bien nous sommes capables de gagner tout le monde qui jouer échec dans l'école. L'artiste haïtien Jean-Jean Roosevelt a signé avec une production internationale appelée Prince Art. Jean-Jean Roosevelt a décroché ce contrat avec cette production basé au Sénégal pendant qu'il s'est rendu à Dakar pour l'enregistrement de son 4e album. Selon Jean-Jean Roosevelt, sa collaboration avec Prince Art devrait avoir des retombées positives sur la musique haïtienne. Écoutons les déclarations de l'artiste au micro de Roesté Antoine et Max Joseph. Le directeur de Prince Art m'avait dit, Ibundo, il disait que ça va permettre à Prince Art de faire le pont entre Haïti et le Sénégal. Parce qu'au Sénégal, on ne connaît pas beaucoup la musique haïtienne, sinon les anciens succès est passé. Mais pour le moment, ils ne connaissent pas cette nouvelle génération de musiciens en Haïti. Et je pense que cette signature va permettre à non seulement moi, en tant que bénéficiaire direct, de jouir un peu de cette large diffusion, mais aussi pour les musiciens haïtiens aussi. C'est une sorte de projecteur maintenant qu'on va avoir sur la musique haïtienne, sur la musique de cette nouvelle génération. Forcément, vous allez voir que je ne serai pas le seul à signer à Prince Art. C'est-à-dire que dans les jours à venir, peut-être qu'on aura d'autres chanteurs haïtiens qui vont signer aussi à Prince Art. Et ça, je le crois fermement, parce que nous avons beaucoup de jeunes très talentueux. Et malheureusement, on n'a pas de maison de production en Haïti. Et à chaque fois qu'un Haïtien essaie d'attirer l'attention des gens du monde entier sur cette vague de musiciens qui sont dans le pays actuellement, je pense que c'est intéressant. Et Prince Art vraiment est très intéressé. D'ailleurs, pour la sortie de l'album en Haïti, il va faire le déplacement. Coup d'œil dans l'actualité internationale à présent. La Grèce est ravagée par une crise économique importante. Après plusieurs tentatives en vain pour redorer le blason, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé sa démission et a appelé de ses vœux à la tenue d'élections législatives anticipées fixées au 20 septembre prochain. Un gouvernement de transition devrait être mis en place dans l'attente du scrutin. Détail dans ce reportage d'Euronews. Il y a un an à peine, il était encore l'étoile montante de la politique grecque depuis que la crise a brisé le bipartisme en place depuis des décennies. Alexis Tsipras, ingénieur civil, est né à Athènes le 28 juillet 1974. En 2009, il entre au Parlement pour la première fois avec Syriza qui obtient 4,60% des voix. Après l'éclosion de la crise entre 2010 et 2012, il prend position contre les plans de redressement de plus en plus durs imposés par la Troïka aux Grecs. Le plus jeune des hommes politiques grecs va se forger une position de faiseur de roi en prônant une autre voie que celle de l'austérité. Aux élections de mai 2012, Syriza arrive en deuxième position et force la convocation de nouvelles élections pour juin de la même année. Son score s'envole à 26,9%. Tsipras est devenu le seul politique qui réussit à redonner aux Grecs un espoir dans l'avenir. Aux élections européennes de mai, Syriza arrive en tête en Grèce avec 26,57% des voix et depuis devance systématiquement la droite au pouvoir dans les sondages. Car après des plans d'austérité draconiens, les Grecs ont perdu 40% de leurs revenus.
Ils subissent un chômage à 27% et leur dette pèse 177% du PIB. Le 21 janvier dernier, Alexis Tsipras devient Premier ministre. Commence alors un court règne émaillé de réalisme politique et de sempiternelles négociations à Bruxelles sur la dette, jusqu'à ce 20 août, date de sa démission. Au Yémen, l'acheminement de l'aide humanitaire est dans l'impasse pour arriver vers les sinistrés de guerre dans le pays. Plus de 13 millions de Yéménites sont vulnérables par le manque de nourriture et plus de 500 000 enfants souffrent de malnutrition. La directrice du programme alimentaire mondial PAM demande aux insurgés de laisser le champ libre aux humanitaires afin qu'ils puissent faire leur travail. Reportage Euronews. Après la guerre, c'est la famine qui menace le Yémen, cible de bombardement d'une coalition emmenée par l'Arabie Saoudite depuis le mois de mars. Les forces loyales au président en exil ont récemment regagné du terrain dans le sud sur les insurgés chiites, en reprenant notamment le contrôle du port d'Aden. Mais l'aide humanitaire peine toujours à arriver au Yémen, puis à être acheminée vers les régions qui en ont le plus besoin. Le programme alimentaire mondial a appelé les acteurs du conflit à laisser travailler les humanitaires. De retour d'une visite de 3 jours au Yémen, la directrice du PAM a déclaré que tous les signes d'une famine rampante étaient présents. La chute des importations de nourriture provoque une hausse des prix des produits alimentaires et de première nécessité. L'organisme estime que 13 des 25 millions de Yéménites sont menacés par le manque de nourriture. Plus de 500 000 enfants souffriraient de malnutrition aiguë. La directrice du PAM appelle à agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Par manque d'accès, la population vulnérable ne reçoit pas l'assistance alimentaire nécessaire. Et on voit de plus en plus d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique, de plus en plus de gens ayant besoin d'assistance alimentaire. Donc, sans eau potable, sans carburant, sans nourriture, nous sommes au bord d'une véritable catastrophe alimentaire. Ce que nous espérons, c'est que toutes les parties dans ce conflit reconnaissent que le peuple yéménite, la population dans le besoin, ne peut pas attendre une solution politique. Nous devons fournir un accès humanitaire qui est nécessaire dans tout le pays. Même avant la guerre, le Yémen, pays le plus pauvre du monde arabe, avait besoin d'importer de la nourriture pour subvenir aux besoins de sa population. Le PAM cherche à collecter 320 millions de dollars pour un programme d'aide qu'il espère lancer en septembre. L'accès de l'aide humanitaire pour le peuple yéménite affecté par la guerre est toujours l'obstacle principal pour les organisations internationales qui réclament plus de coopération internationale pour résoudre le problème. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le Conseil électoral provisoire a rendu public ce jeudi les résultats préliminaires des législatives du 9 août dernier. Aucun candidat au Sénat n'est élu au premier tour. Certains créent déjà au scandale. 2 nouveaux candidats aux législatives de 2015 radiés par le Conseil électoral provisoire pour actes de violence lors de la journée électorale du 9 août. Jackson Monplaisir et Luberne Pierre viennent grossir le lot et portent à 16 le nombre de candidats éliminés de ce scrutin. Fin ce jeudi des examens officiels de la session extraordinaire du baccalauréat sur tout le territoire national. Les candidats disent souhaiter que les résultats reflètent leur performance à ces épreuves. Le lancement de la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe Carifesta, c'est pour demain vendredi. Plusieurs délégations de pays étrangers sont déjà arrivées en Haïti, pays hôte de cet événement culturel de renommée internationale. À l'étranger, la Grèce ravagée par une crise économique importante après plusieurs tentatives en vain. Pour redorer le blason, le Premier ministre grec Alexis Tsipras annonce sa démission et appelle à la tenue d'élections législatives anticipées en septembre prochain. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télésignal.